Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Aujourd'hui nous sommes 6ème vidéo déjà de ce mois de décembre. Et aujourd'hui on va parler pédiatrie, donc je suis désolée pour ceux et celles qui ne sont pas dans le milieu. Cette vidéo ne vous intéressera sûrement pas, c'est une vidéo qui fera certainement moins de vues. Mais si je peux en aider certaines qui partent en stage en pédiatrie ou qui vont travailler en pédiatrie, eh bien ça me fera très plaisir. Je reçois énormément de messages, surtout sur Instagram, sur mon Instagram EmmaNiners. Il est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Avec des filles qui me demandent: je vais bientôt en stage en pédiatrie, qu'est-ce qu'il faut que je révise, qu'est-ce qu'il faut que je revoie, qu'est-ce que je dois absolument savoir. Et ça devient un peu redondant de toujours réexpliquer les mêmes choses, toujours se répéter. Donc je me suis dit je vais en faire une vidéo, comme ça quand vous me poserez la question je pourrai vous rediriger par ici. Il faut savoir que je suis infirmière puéricultrice depuis octobre 2020 et que je travaille en tant qu'infirmière en pédiatrie depuis le mois de février jusqu'au mois d'octobre du coup. J'ai travaillé pendant les vacances, les week-ends, enfin voilà, à côté de mes études pour faire de l'expérience et puis faire un peu d'argent, hein, faut se le dire. Du coup je ne connais pas tout, je ne sais pas forcément tout, mais cette vidéo va servir aussi à ce que vous, en commentaire, si vous êtes déjà allé en stage en pédiatrie, si vous travaillez en pédiatrie, vous pouvez ajouter des choses qui selon vous sont indispensables à savoir, ou s'il y a des trucs que je vais dire que vous trouvez inutiles, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Voilà, l'espace commentaire est un espace de partage et d'échange. Première chose, si vous allez particulièrement aux urgences, mais après cet outil peut être utilisé aussi dans d'autres services, c'est le Quick Look. Je vous le mettrai par ici. En fait vous avez un petit triangle avec les 3 choses principales à regarder vraiment sur l'enfant quand il arrive pour évaluer la gravité de la situation, de son état. Je vais pas vous l'expliquer en détail, vous pouvez facilement retrouver le petit schéma sur internet. Ensuite, en basique, je dirais tout ce qui est anatomie et physiologie, que ce soit du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. C'est quand même un petit peu la base, sachant qu'il y a des choses que vous retrouverez aussi chez l'adulte. Hein. L'intérieur, les organes, on a les mêmes. Il y a certaines choses qui changent, notamment à la naissance. Enfin, parce qu'en fait le fœtus n'a pas la même circulation quand il est dans le ventre de la mère et quand il naît. Il y a des choses qui se passent au niveau des vaisseaux de son cœur. Je vais pas vous l'expliquer ici, c'est pas une vidéo sur ce fonctionnement là. Mais en gros, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, il respire par le cordon. Et vous doutez bien que quand on coupe le cordon, bah du coup il peut plus respirer par là. Donc les vaisseaux se changent et il y a une circulation pulmonaire qui se forme. En gros, c'est ça, voilà. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à chercher sur internet parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est important de savoir des choses parce que sur les nouveau-nés, il peut y avoir des conséquences si la circulation ne se remet pas bien en ordre. Mais ça, vous verrez plutôt en néonatologie plutôt qu'en pédiatrie. Ensuite, un indispensable, je dirais, les paramètres vitaux en fonction de l'âge. Oui, parce que chez l'adulte c'est super facile parce que vous avez les normes pour tout le monde. Approximativement, si une personne âgée, sa saturation, on peut accorder qu'elle soit un peu plus basse qu'un jeune adulte. Mais là, vous allez avoir tout qui change. La fréquence cardiaque, la fréquence respi, la tension, la PAM, donc la pression artérielle moyenne. Il y a tout qui change. La saturation, c'est la même pour tout le monde sauf quand ils ont de l'oxygène. Et voilà. Donc vous retrouverez facilement sur internet des tableaux avec tous les paramètres en fonction de la tranche d'âge. Ensuite je dirais vous renseigner sur les pathologies prévalentes du service. Je ne vous demande pas de tout connaître avant le stage parce que le but c'est pas non plus de tout connaître avant. Vous allez apprendre sur le terrain forcément, mais de au moins vous renseigner pour savoir à peu près quelle population est accueillie, si le service accueille autant des bébés que des ados que des grands, les pathologies, s'il y a aussi de la traumatologie ou si c'est que de la médecine, s'il y a de la chirurgie, enfin voilà, à vous de vous renseigner soit auprès de la cadre, soit s'ils ont un livret d'accueil, enfin voilà, histoire de savoir un petit peu ce que vous allez rencontrer. Ensuite je dirais de revoir aussi un petit peu tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. Comment est-ce qu'on prépare un biberon, les règles d'hygiène, combien on met de dosettes de lait pour une portion d'eau, donc sachant que c'est 30 ml d'eau pour une dosette de lait érasé, c'est-à-dire pas bombé, il faut vraiment que vous érasiez avec l'intérieur. Souvent à l'intérieur des pots de lait vous avez un petit truc exprès pour râper la cuillère quoi, pour enlever tout l'excédent. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec un couteau propre. On met bien sûr
pas les mains dans la boîte à lait. La cuillère de la boîte à lait, vous la mettez toujours sur le repose qui est fait exprès dans la boîte. Avec la cuillère, on ne touche pas le biberon. On pose bien sûr pas la cuillère sur le plan de travail. Le plan de travail doit être propre, enfin toutes des petites règles comme ça. Après, pour les protocoles de service, comment eux ils font, ça vous le verrez en stage. Mais savoir au moins la conservation, combien de temps se conserve un biberon de lait réchauffé, un biberon de lait maternel, au frigo, au congèle, à température ambiante. Après, peut-être que vous avez déjà vu ça en cours, et si vous l'avez vu, c'est tant mieux parce que c'est quand même important à savoir. Ensuite, je dirais les calculs de dose, en particulier ceux avec le double dilution, parce qu'en pédiatrie, c'est quasiment certain que vous allez en faire. En pédiatrie, les calculs de dose sont très précis, les doses sont très précises. C'est pas comme chez l'adulte où tu peux mettre hop dans une grosse poche, tu mets ton médicament et hop tu lui passes à vitesse à peu près avec sur la tubulure là. Chez l'enfant, souvent c'est assez précis le nombre de millimètres que vous mettez, il faut pas mettre trop de quantité, il faut pas passer trop de quantité, surtout quand c'est des bébés. Faut bien respecter les vitesses. Quand vous passez par exemple un médicament ou un antibiotique sur un pouce-seringue, il faut à la fin rincer à partir de la tubulure du pouce-seringue parce que sinon si vous jetez tout ce qui est dans la tubulure, c'est une dose que l'enfant n'aura pas. Enfin voilà, après pour les protocoles de préparation etc, ça vous verrez dans les services avec les infirmières, avec les puéricultrices qui vous expliqueront, mais c'est bien d'avoir quand même quelques petites bases et savoir à peu près comment on le fait. Après ce qui est bien aussi c'est de revoir tout ce qui est prévention, vous allez beaucoup en faire avec les conseils de sortie aux enfants. Vous pouvez en faire en maternité mais également en pédiatrie, surtout quand c'est des bébés, en particulier sur le couchage, donc avec la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Si vous voulez, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai dans le petit juste ici. Et aussi une prévention qu'on fait beaucoup, c'est sur le syndrome du bébé secoué. J'en ai pas encore fait de vidéo mais je pense que je vais en faire une prochainement parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Après je dirais que c'est important aussi de vous renseigner un peu sur les principaux traitements qui peuvent être donnés. Ça vous le saurez peut-être qu'à la première semaine de votre stage parce que les traitements on vous donne pas forcément les noms avant d'aller en stage. Mais au moins vous renseignez sur tout ce qui est antalgique parce que c'est beaucoup utilisé en pédiatrie. Donc par exemple le sucre, les solutions de saccharose, c'est des petites pipettes qu'on a de sucre qu'on utilise pour les bébés généralement jusqu'à à peu près 6 mois, des fois jusqu'à 1 an c'est possible. On a déjà essayé plus tard, perso c'est pas top, mais en fait le fait de sucer le sucre sur la tétine du bébé, ça a des propriétés antalgiques, ça rassure le bébé, ça le calme et franchement c'est magique. Pour faire les prises de sang, les poses de cathéter sur les bébés, c'est top. Donc savoir à peu près comment ça s'utilise, est-ce qu'il y a des contre-indications, les choses comme ça. Ensuite le Méopa qui est aussi beaucoup utilisé en pédiatrie, c'est ce qui est appelé aussi le gaz hilarant. Il y a un autre nom aussi. Oh je sais plus l'autre nom. Bref je pense que vous voyez ce que c'est, peut-être que vous en avez déjà eu. Comment on l'utilise, s'il y a des contre-indications, s'il y a des surveillances. Voilà toutes les choses comme ça parce que c'est important de le savoir. Après je dirais tout ce qui est EMLA, donc les patchs d'EMLA. Vous utilisez parfois on les utilise en crème là, comme si c'était des mini tubes pour les tout petits bébés parce que les gros patchs EMLA comme ça, vous n'allez pas mettre ça sur des minuscules bébés. Voilà. En néonat, on utilise des petites noisettes d'EMLA. Donc comment ça s'utilise, combien de temps il faut la poser avant de faire le soin. Et niveau antalgie, bien sûr, un des plus importants et un des très utilisés, le Doliprane. Savoir la posologie, donc il faut savoir que le Doliprane c'est 15 mg par kilo à utiliser toutes les 6 heures. Parfois certains médecins vous en prescriront toutes les 4 heures quand on a vraiment besoin. Pour savoir combien il vous faut en millilitres, parce que oui vous avez les pipettes dose-poids, c'est hyper facile quand vous avez le poids du bébé. Moi j'utilise rarement ça parce que je trouve ça un peu sale de mettre ça dans la bouche d'un bébé même si vous l'avez après. Donc j'utilise avec des seringues, ça j'ai appris ça aux urgences. Et en fait vous faites le poids de l'enfant x 0,6 et ça vous donne la dose en millilitres. Vous pouvez prélever le Doliprane en gros avec une seringue pour le donner au bébé. Et au moins après vous pouvez jeter la seringue. Ensuite très important, je pense que c'est tout ce qui est les échelles, les scores d'évaluation. Que ce soit pour la douleur avec les DIN ou les dents, il y en a qui disent différemment, la FLAC, enfin voilà c'est vraiment les principaux qu'on utilise et après il y en a d'autres en fonction de l'âge, les petites réglettes, l'échelle numérique, l'échelle verbale simple, enfin il y en a pas mal pour évaluer la douleur. Parce que sur les bébés, sur les enfants, c'est pas aussi simple que chez l'adulte, vous pouvez pas lui dire
t'as mal à combien entre 0 et 10, le bébé il va pas te répondre. L'enfant de 3 ans il va pas savoir te dire. Ensuite le score de Silverman qui est pareil, très utilisé quand vous avez des détresses respiratoires, des crises d'asthme ou même sur des bébés qui ont de l'oxygène. Donc le score de Silverman c'est pour voir s'il y a une détresse respiratoire, donc vous allez voir des signes corporels, donc il faut bien déshabiller le bébé, bien voir son torse, son ventre, son cou, et donc il montre des signes de lutte pour essayer de respirer au mieux. Et ensuite je dirais le score de Glasgow qui permet d'évaluer l'état de conscience. Pareil, le score de Glasgow, vous le connaissez peut-être chez l'adulte. Chez l'enfant c'est plus compliqué parce qu'il en existe plusieurs. Vous allez pouvoir trouver plusieurs tableaux en fonction de l'âge parce qu'un bébé vous l'évaluez pas de la même façon qu'un ado quoi. Après en ce qui concerne les pathologies ou les motifs d'hospitalisation, je vous ai fait une petite liste de ceux qu'on retrouve le plus. Voilà, j'ai fait un mélange de ce que j'avais beaucoup vu aux urgences pédiatriques et ce que j'ai pas mal vu aussi en service de pédiatrie. Donc vous allez avoir déjà toutes les détresses respiratoires avec les dyspnées, donc que ce soit de l'asthme, bronchiolite ou pour d'autres raisons. Vous allez avoir tout ce qui est déshydratation, donc avec les diarrhées, les gastro, les bébés qui ont de la fièvre et du coup qui se nourrissent plus, donc avec la solution de réhydratation orale, c'est des petits sachets. Ça peut s'appeler aussi Adiaryl que vous mettez dans 200 ml d'eau et qu'on donne à boire aux bébés ou aux enfants quand ils ne mangent plus trop pour éviter qu'ils se déshydratent, quand ils peuvent boire par la bouche et qu'ils acceptent, hein, parce que ça c'est pas encore gagné. Après vous allez avoir tout ce qui est infectieux, risque infectieux, donc avec les cystites, donc les infections urinaires. Pyélonéphrite, on en retrouve pas mal chez les petits aussi, tout ce qui est otite, les grippes, méningites, enfin il y a beaucoup de raisons d'infection chez les enfants. Ensuite tout ce qui est douleur, donc toutes les douleurs possibles et inimaginables. Ce qui est convulsions et crise d'épilepsie. Vous allez avoir la drépanocytose, j'en ai beaucoup vu aux urgences et je connaissais pas vraiment avant. La fièvre, voilà, donc ça peut aller un peu avec les infections aussi. Tout ce qui est perte de poids, stagnation pondérale, refus alimentaire, donc vous allez sûrement en avoir, avec parfois des perfusions ou alors parfois des sondes nasogastriques pour faire manger les enfants, les bébés. Avec tout ce qui est la stimulation orale, voilà, parce qu'il y a des enfants qui, par exemple les prématurés, parfois ils ont du mal à manger. L'alimentation c'est compliqué, dès que tu leur approches quelque chose de la bouche, ils ont des réflexes nauséeux parce qu'en fait la bouche et leur nez ça a été en néonat, ils peuvent avoir été intubés, avoir des sondes nasogastriques ou orogastriques pour être nourris, enfin bref. C'est des zones qui ont été hyper stimulées, que ce soit pour l'oxygène, pour la nourriture, tout ça. Et du coup, des fois c'est un peu compliqué de leur faire manger, de leur faire comprendre que... Enfin voilà, il y a toute une réadaptation à faire et les réhabituer à quelque chose qu'ils n'ont pas connu pendant longtemps. Parce que ça arrivait directement dans leur petit ventre ou dans leur petite veine. Ensuite vous avez tout ce qui est éruption cutanée. Alors vous avez toutes les maladies éruptives de l'enfant, il y en a plein, même moi je les connais pas encore par cœur, faut que je les révise un petit peu parce que tous les boutons, les macules, les papules, les trucs là, c'est compliqué. Après vous allez avoir tout ce qui est diabète, tout ce qui est constipation, et après j'ai mis tout ce qui est reflux gastro-œsophagien, ça peut aussi aller avec la perte de poids, etc. On pourrait mettre aussi par exemple pour les bébés les coliques, les choses comme ça. Par exemple aux urgences, après en hospitalisation un peu moins parce que ça se règle souvent à domicile. Voilà, je pense que je vous ai dit les principales, j'en ai peut-être oublié parce que je ne suis pas... je ne connais pas tout encore, voilà, je suis encore en début de carrière et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas j'espère avoir pu vous aider. Si vous avez des choses à rajouter, des choses qu'il faudrait revoir d'après vous, n'hésitez pas vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre en commentaire. On est ici pour s'aider, échanger, partager. Même si j'ai pu en aider un ou deux, c'est déjà ça, voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.